Bonjour à tous. Ouais. Hum, Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire sur la transition écologique. On va attendre que 2 3 minutes que des spectateurs se connectent un petit peu plus. Et puis on va commencer, ouais, on va commencer dans 2 3 minutes, le temps que tout le monde se connecte comme d'habitude. Vous aurez la possibilité de vous exprimer à travers le chat, comme à chaque fois. Posez vos questions tout au long du webinaire, c'est tout à fait encouragé. Et puis, on vous répondra au fur et à mesure. Il y aura aussi un temps dédié à la fin pour poser vos questions et échanger. Donc, on va commencer dans 2 minutes, le temps d'accueillir d'autres participants. Donc, encore une petite minute et puis on va commencer. Elsa, est-ce que l'on voit mon écran ou est-ce qu'on ne voit plus? Non, on ne voit plus. On voit très bien ton écran en totalité. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est sur l'économie circulaire et donc présenter un petit peu les bases de cette économie circulaire. Euh, et donc pour ça, on s'est allié avec Elsa qui aura l'occasion de se présenter. Et donc moi, je suis Alexandre Cornu et je suis directeur du département Climate Leadership au sein de Connection Leadership que je vais présenter juste après. Elsa, si tu veux. Et oui, donc moi je suis Elsa Bortuzzo, l'une des deux cofondatrices d'une association qui s'appelle la Fresque de l'économie circulaire et qui vise à diffuser et sensibiliser le plus grand nombre à cette thématique. Et puis plus récemment, on a cofondé avec Anne-France Maria Kerr, qui est l'autre fondatrice de la Fresque, les ateliers de la circularité, Unlock Circularity, qui accompagnent les entreprises toujours avec des formats d'ateliers d'intelligence collective sur le volet opérationnel des démarches d'économie circulaire, mais on aura le temps d'en reparler un peu plus tard. Merci beaucoup pour cette petite introduction. Et puis, évidemment, c'est toi qui auras la majorité du temps de parole aujourd'hui pour présenter un petit peu ce que ta vision de l'économie circulaire. Chez Connection Leadership, pour un rapide rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet qui est spécialiste de la transformation d'entreprise. On travaille sur toutes les thématiques qui sont à l'écran, sur les enjeux de transformation, que ce soit des enjeux de crise, à l'inverse d'hypercroissance, accompagner aussi la transformation digitale,
la transformation du leadership de l'entreprise. Et puis donc évidemment, on accompagne des transformations qui sont en lien avec les enjeux de RSE et de transition écologique. L'économie circulaire dont on va parler aujourd'hui fait partie de cette dernière partie transition écologique et RSE évidemment. On travaille avec un réseau de plus de 200 consultants en France qui sont des consultants avec une grande expérience opérationnelle généralement et qui travaillent sur l'ensemble de nos sujets avec un ADN autour de la transformation holistique qui est donc un ADN permettant d'apporter à la fois les enjeux métiers, les enjeux techniques et les enjeux de la transformation humaine. On croit beaucoup dans le fait de la combinaison des deux dans nos accompagnements et le fait d'apporter un soin à la transformation de l'humain est vraiment important pour nous. On voit à l'écran les derniers, les types de clients qu'on peut accompagner, qui sont très nombreux en termes de différence de secteur et de taille, puisqu'on accompagne aussi bien des petites PME que des grands groupes dans leur transformation, avec toujours ce double aspect, prendre en compte les enjeux métiers, les enjeux techniques et les enjeux humains, faire en sorte qu'on pérennise les transformations. Et quand je parle de transition écologique et de transformation holistique, pour ce sujet-là, c'est un sujet qui est éminemment technique et humain, puisqu'on va traiter à la fois d'enjeux industriels qui peuvent être très techniques, d'enjeux de nouvelles façons de travailler, de nouveaux processus à mettre en place. Et cela fait aussi beaucoup appel à l'humain, évidemment, puisque quand on a des habitudes, c'est assez compliqué de les changer. Et donc, on travaille sur ces changements. On s'appuie beaucoup sur les émotions aussi pour faire changer dans les entreprises. Puisque les émotions, comme son nom l'indique, c'est pour faire bouger, et c'est ce qui permet de constituer un appui pour faire bouger. Et le changement humain est vraiment au cœur de nos accompagnements sur les enjeux de transition écologique. Donc pourquoi on a créé ces webinaires mensuels et pourquoi on accompagne et quels différents types d'entreprises on accompagne. On a créé ces webinaires parce que souvent les entreprises, les entrepreneurs ne savent pas forcément par où commencer. Ils peuvent être un peu perdus sur les différents concepts et les leviers de la transition. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va aborder l'économie circulaire. Il y a de très nombreux termes et de très nombreux concepts qui sont nouveaux autour de la transition écologique et on essaie de vous apporter des clés de lecture de ces différents aspects et puis des exemples très concrets aussi pour montrer que ça marche pour montrer que l'on peut le faire et pour donner des idées sur comment avancer sur les différentes thématiques et les différents niveaux de la transition écologique. Voilà pourquoi on fait ça. Et aujourd'hui, ben, on a donc Elsa qui est avec nous, Elsa Bortuzzo, qui va nous parler de l'économie circulaire et de comment elle traite les choses avec à la fois la phase de l'économie circulaire, qui est un atelier qu'on propose à nos clients avec Connection Leadership et avec les nouveaux ateliers qu'elle a créés. Donc, je vais te laisser la main, Elsa, sur la présentation pour que tu puisses nous montrer ta vision et éclairer un petit peu les participants sur ce concept d'économie circulaire. Très bien. Super, merci Alexandre. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, on la voit. Super. Donc, évidemment, bah, aujourd'hui, on va voir l'économie circulaire, comment ce concept permet d'allier à la fois préservation des ressources et création de valeur et d'opportunités pour les entreprises. Et puis surtout,
une fois avoir vu un petit peu conceptuellement qu'est-ce que l'économie circulaire, ce concept recouvre en termes de pratique, on va voir des exemples qui permettent de se projeter et de pouvoir imaginer comment se lancer concrètement. Merci Alexandre de m'avoir invité pour parler de ça et présenter nous notre approche avec les ateliers de la circularité. Donc rapidement pour me présenter, je suis l'une des deux cofondatrices d'une association et d'un atelier qui s'appelle la Fresque de l'économie circulaire, qui est directement hérité de la méthode de la fresque du climat et donc qui permet de comprendre en 3 heures un sujet complexe tel que celui de l'utilisation des ressources naturelles et des solutions évidemment à mettre en place pour avoir un autre rapport à l'utilisation de ces ressources. Qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 personnes qui ont fait l'atelier, dont la moitié dans le cadre professionnel. Donc ça fait quand même un petit paquet de personnes dans des secteurs extrêmement variés, que ce soit l'industrie, la cosmétique, le textile, les collectivités. On voit vraiment que le sujet touche toutes les couches de décision, autant du privé, du public, que les citoyens également qui sont concernés par de nombreux leviers d'action. Donc après avoir créé la fresque, l'année dernière, on a créé les ateliers de la circularité, donc qui permettent, après cette approche de sensibilisation, de développer vraiment l'opérationnel de ces démarches et donc d'envisager comment on met concrètement en place des démarches d'économie circulaire. On pourra revenir plus amplement dans le détail de ces thématiques parce que c'est un concept qui est large et qui recouvre des réalités très différentes. Donc là, vous avez un petit peu les grands noms avec lesquels on travaille qui permettent de voir aussi la diversité des acteurs qui s'engagent sur ces thématiques. Alors, l'économie circulaire, comment on définit ce concept? La chose qui vient spontanément à l'esprit, si vous deviez définir l'économie circulaire, les premiers mots qui vous viendraient peut-être à l'esprit, c'est cela: déchets, recyclage et fin de vie. C'est par là que le concept s'est d'abord construit, par l'approche sur la fin de vie et sur la gestion des déchets. On va voir aujourd'hui qu'il est beaucoup plus large et que justement, on va plutôt aborder l'économie circulaire sur l'angle des ressources naturelles. Et donc, cette histoire des ressources naturelles, elle a plusieurs temps. Elle a l'économie linéaire, qui est le premier temps de la manière dont on a fonctionné, et puis l'économie circulaire qu'on va voir aujourd'hui. L'économie circulaire, elle est aussi vraiment synonyme d'opportunité pour les entreprises et de nouvelles formes de création de valeur. C'est aussi ce qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Alors, très rapidement, hein, on va faire un petit retour sur le système dit linéaire. 3 étapes schématiquement, très simples. Take, make, waste. Donc, comment on exploite les ressources naturelles pour les transformer, et puis avec un cycle d'utilisation extrêmement court qui se transforme rapidement en déchets. Notre système économique linéaire, il s'est basé sur un postulat qui a été amené au 19e siècle avec les théories néolibérales où on a du coup ce postulat de départ qui est que les richesses naturelles sont inépuisables. On vit dans un monde sans limite et donc cela suppose qu'elles n'aient pas de prix. Elles sont extérieures justement à la théorie économique et donc elles ne sont pas un objet des sciences économiques. Donc ce postulat, il a structuré pendant longtemps la manière dont on a vu les ressources naturelles et dont on les a utilisées. Quelques années après, vraiment pas longtemps après, 60 ans plus tard, on a le gouvernement britannique qui se pose quand même des questions sur le rythme d'utilisation du charbon. À l'époque, c'est l'énergie majoritaire, on n'en connaît pas d'autres. Et donc, ils vont mandater William Stanley Jevons pour étudier justement sur cette notion de limite peut-être du rythme d'extraction et d'utilisation du charbon. Et Jevons va conclure à cette époque que ce n'est pas que la croissance et l'utilisation de cette ressource est trop élevée, que le rythme d'extraction est trop élevé, et donc qu'on pourrait supposer que les progrès techniques et les progrès dans l'efficacité de l'utilisation de cette ressource vont nous permettre d'augmenter la durée d'usage. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que c'est faux. Et donc, c'est ce qu'on va appeler après le paradoxe de Jevons ou l'effet rebond. Et donc, enfin, des gains d'efficacité ne sont pas forcément synonymes de réduction de l'utilisation de ces ressources.
Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, moi, j'aime bien ce petit schéma qui nous montre un petit peu schématiquement bah, la situation dans laquelle on est, puisque derrière la question des déchets, qui nous est apparue depuis quelques années, en fait, se cache la question vraiment des ressources. Et c'est ça, l'économie circulaire, ce n'est pas une question de la gestion de déchets, c'est une question de la gestion des ressources. Avec un amont qui est souvent lointain, caché, et qui donc est quand même assez massif, puisque on va voir les chiffres tout à l'heure, les volumes d'extraction des ressources ne cessent de croître, avec donc un temps de fabrication et d'usage qui sont extrêmement courts sur le cycle de vie de l'utilisation des ressources. Et donc, on a ces deux vases communicants qui sont aujourd'hui la problématique à laquelle on est confronté. Et donc, on va essayer de garder en tête pendant toute cette présentation ces quatre termes. Donc, le cycle d'extraction, le cycle de fabrication d'usage et de, de production de déchets. On voit qu'on est dans de l'extraction et de la destruction de valeur. Donc, on pourrait se dire, est-ce que c'est grave? Regardons un petit peu les chiffres. Donc là, vous avez la courbe d'extraction des matières premières depuis 1970 à 2024. Donc on voit que c'est en progression, ça fait plus que x3 en 50 ans. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est ce chiffre, 100 gigatonnes de matière. 100 gigatonnes de matière, c'est le volume des matériaux qui ont été extraits en 2024. Je suis d'accord avec vous, ça ne parle pas beaucoup quand on, quand on juste balance ce chiffre. Donc, je vais vous donner une petite image. Ah oui, alors le chiffre des 190 gigatonnes, avant d'en venir à l'image, c'est les projections de demande. Si on est dans un scénario business as usual, eh bien, on estime qu'en 2050, l'économie mondiale nécessiterait 190 gigatonnes de ressources. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres? Eh bien, je vais vous donner cette image. Cette image, c'est l'équivalent, c'est l'image d'un mur, hein, qui serait en fait ces 100 gigatonnes qu'on matérialiserait et qui ferait en dimension, en fait, l'équivalent d'un mur qu'on construirait tout autour de la Terre, qui ferait donc 42 000 km de long, sur 10 mètres de large et 250 mètres de haut. Et donc ça, il faut se représenter, c'est une année d'extraction. C'est 2024. Et vous voyez la courbe, la tendance, c'est que le mur s'épaissit chaque année. Et donc, on voit bien aussi que cette terre, bah, elle a des contours, elle a des limites, et donc le postulat de départ de Jean-Bastien Say au XIXe siècle, il ne tient pas en fait. Donc, on est obligé de réintégrer vraiment la question des ressources dans nos paradigmes économiques. Évidemment, cette consommation, donc, on l'a vu, elle a des effets délétères, donc avec ce cycle d'extraction et production de déchets, avec un usage très court. Et puis surtout, nos modèles économiques sont construits sur une course au volume. Nos modèles économiques souvent se nourrissent justement de la création de valeur à l'unité produite et à l'unité vendue. Et donc, nos courbes de croissance et d'extraction sont extrêmement corrélées. Donc, on a tout un système qui s'est mis en place justement pour alimenter ça et on se retrouve dans des sociétés de consommation, voire de surconsommation. Évidemment, tout ça, ça a des effets induits, notamment bah, les pollutions, et puis cette destruction des stocks de ressources qu'on peut avoir si on a cette vision stock sur les ressources. Donc, le constat, c'est pas nouveau, je sais que vous connaissez ces réalités, c'est juste pour remettre bien certains éléments de la réflexion pour justement arriver à cette conclusion et questionner la pérennité en fait de notre système économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Donc, à ce stade, on a un choix à faire quelque part. On se pose la question, qu'on le veuille ou non, on est obligé d'à nouveau changer peut-être nos manières de voir nos modèles économiques et la manière dont on crée de la valeur. Et à ce moment, bah, on a ce choix, puisque comme vous le voyez sur la caricature, eh ben, à la fois les changements climatiques, les pollutions, les impacts sont causés par nos activités, mais aussi par notre inaction. Donc on a quelque part un camp à choisir. Quel est le camp vers lequel on va mettre notre énergie? Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de se mettre dans le camp de l'action, évidemment, et de voir quels sont nos leviers d'action pour transformer notre rapport à l'utilisation des ressources.
On est évidemment un petit peu poussé par le contexte actuel, hein. Donc, il y a plusieurs choses dans ce contexte. Il y a évidemment des nouvelles contraintes externes qui sont source de vulnérabilité pour les organisations, que ce soit sur les chaînes d'approvisionnement qui sont longues, qui sont exposées à différents facteurs de vulnérabilité liés à une économie mondialisée, une économie où il peut y avoir des conflits géopolitiques, des crises climatiques qui vont impacter ces chaînes d'approvisionnement. Un chiffre hein, à avoir en tête, en France, on importe 99,7% des ressources minérales métalliques que l'on utilise. Donc ça, quand même, ça pose un certain nombre de questions sur notre industrie et la dépendance qu'on peut entretenir par rapport à, à- à des zones justement qui vont extraire et raffiner ces matériaux. Ensuite, un deuxième élément important du contexte aujourd'hui, c'est qu'on a une réglementation qui impulse des changements et des nouvelles contraintes aussi pour les entreprises. Notamment en France, on a ce principe de responsabilité élargie du producteur que vous connaissez peut-être sous le petit nom de la REP qui se généralise. Ça a commencé dans les années 90 et aujourd'hui, on a plus de 20 filières qui sont actives, avec une dizaine qui a été créée depuis la loi AGEC. Et puis en 2025, donc on a une REP nouvelle qui arrive et qui va se mettre en place, c'est la REP des emballages industriels et commerciaux. On pourra en reparler tout à l'heure parce que ça va impacter justement la logistique en fait interne aux organisations et la logistique amont avant la mise sur le marché. On a évidemment l'indice de durabilité que vous avez pu voir apparaître sur certains appareils électroménagers en tant que consommateur, hein, les lave-linges, les téléviseurs. Et cette année également, il va y avoir une nouvelle étiquette d'information consommateur, c'est l'étiquette énergie smartphone et tablette, qui va renseigner à la fois sur la fiabilité, la réparabilité, la capacité de charge de la batterie. Donc tout un tas de nouveaux indicateurs qui vont aider en fait le consommateur à faire des choix éclairés. Derrière cette aide au choix pour le consommateur, il y a évidemment un impact sur la manière dont les fabricants vont concevoir leurs produits. Et donc c'est ça qu'on cherche en donnant de l'information aussi aux consommateurs, c'est à impacter en amont les chaînes de production et la conception. Et puis aussi plutôt un sujet grande conso, mais en 2027, on a un objectif d'atteindre 10% d'emballage réemployé. Et donc dès maintenant, vous pouvez voir dans certains rayons de supermarché le retour de la consigne avec des emballages justement qui vont être consignés pour réemploi. Donc on voit très 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 clairement dans notre paysage, que ce soit professionnel ou personnel, des changements liés à ce contexte légal qui est assez dynamique en fait sur la thématique en France. Et puis, troisième raison, évidemment, c'est les attentes et les pratiques des clients qui évoluent. Que ça soit sur le besoin d'avoir des matières saines, donc plutôt un besoin sanitaire, on le voit sur l'alimentation, on le voit aussi sur les textiles, comme le montre cette campagne de pub, mais aussi sur les pratiques de consommation. Là, je vous ai montré l'exemple du Vélib, et on voit bien que l'économie du partage, l'économie collaborative se développe à grande vitesse avec des nouveaux acteurs, des nouvelles solutions qui viennent proposer justement et répondre à cette demande sur ces nouvelles pratiques qui se détachent finalement de l'achat et de la propriété. Alors, en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, eh bien, l'équation, elle se pose en ces termes. Il nous faut réduire nos impacts, réduire les risques liés aux approvisionnements, liés aux dépendances, aux vulnérabilités, et réduire les coûts, évidemment. Et dans la balance, eh bien, on a un enjeu de pérennité des modèles, de résilience au choc et évidemment de conformité réglementaire. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'économie circulaire va nous permettre de réfléchir à tout ça ensemble. Donc, on peut se poser la question justement, est-ce que l'économie circulaire, c'est la solution? Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une solution. L'économie circulaire n'est pas vertueuse en soi. Par contre, ça va être un outil, et un outil opérationnel.
vraiment un outil de réflexion et un outil opérationnel pour construire justement et répondre à ces différents enjeux, donc à la fois de conformité, à la fois de réduction des risques, de réduction des coûts et d'impact. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, c'est de réintégrer la question des ressources dans nos modèles économiques, mais à continuer à créer de la valeur et des emplois et, euh, et de la richesse pour nos territoires. Je déroule, il n'y a pas de questions, Alexandre. N'hésitez pas à m'interrompre et me poser des questions si vous voulez réagir. Voilà, je suis là à votre écoute. Ouais, tu fais bien de le rappeler. Pour l'instant, non, pas de questions, mais je, je te soutiens là-dessus, effectivement. N'hésitez pas à les poser. Vous avez la discussion, le chat à votre disposition pour ça. Très bien. Alors, si je continue, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir l'économie circulaire à la fois sur le côté concept et surtout pratique. Et donc là, je vais vous montrer des exemples d'entreprises qui ont mis en place des démarches qui peuvent être qualifiées d'exemplaires. Moi, j'ai pas envie de les qualifier d'exemplaires. J'ai envie de dire que c'est des démarches peut-être il y a quelques années, elles étaient pionnières, mais aujourd'hui, on voit bien que certaines stratégies minoritaires qui étaient des tests sont en train de devenir majoritaires et donc on assiste à des vrais changements de paradigme au niveau de certains secteurs d'activité. Peut être des bonnes sources d'inspiration. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous avez aperçu la slide suivante. Vous allez voir que l'économie circulaire, avec la fresque et les ateliers de la circularité, on n'utilise pas de représentation en cercle. Donc, j'espère ne pas trop vous décevoir si vous ne voyez pas de boucle. On va utiliser une autre représentation qui est celle de la colline de la valeur. Alors, la colline de la valeur, vous voyez, il y a deux axes. Il y a un axe temps qui représente en fait le cycle de vie d'un objet avec une phase de pré-usage, donc de conception. On a toute la chaîne de valeur qui commence avec l'extraction des matières premières, la transformation et puis la distribution, et qui va se finir à la fin de vie de l'objet. Et puis, on a un autre axe qui est celui de la valeur. Et donc, on voit très bien une augmentation puis une diminution de la valeur. Alors, dans un cycle économique linéaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une entreprise va concevoir, produire un objet et dans ces opérations va accumuler de la valeur. Le point culminant de cette accumulation de valeur, il se trouve au niveau de l'usage. D'ailleurs, au niveau de la vente, on va avoir une valeur d'acquisition. Et puis, au niveau de cet usage, on voit que la durée d'usage, en fait, dans l'intégralité du cycle de vie, elle est assez courte. Pensez à vos téléphones portables, que vous n'utilisez pas au-delà forcément, enfin au maximum de leur fonctionnalité. La plupart des Français changent leur téléphone alors qu'ils fonctionnent encore. Donc on voit bien que on renouvelle les objets qui nous appartiennent assez rapidement et ça s'explique par des phénomènes soit d'obsolescence marketing, de promotion, de publicité, enfin tout un tas, tout un arsenal qui nous pousse à renouveler nos biens et à avoir des durées d'usage assez courtes. Une fois qu'on a décidé de se séparer d'un objet dans un cycle linéaire, eh bien l'objet va perdre très très rapidement la valeur qui avait été accumulée, puisqu'on va soit le jeter, soit le détruire, et donc on n'a aucune récupération de valeur. Donc à la fois, dans un premier temps, on crée de la valeur, on a une valeur d'usage non optimisée, et puis, dès qu'on a décidé de s'en séparer, eh ben, on va détruire la valeur. Donc ça, c'est le cycle de création-destruction d'une économie linéaire. L'économie circulaire va nous proposer d'agir sur ces trois temps de l'objet, différemment. Dans la phase de création de valeur, on va repenser ce cycle et donc faire moins, avec moins de ressources et surtout en produisant moins d'impact. On va vraiment chercher à réduire ces deux choses, réduire la consommation de ressources et réduire les impacts qu'on produit sur la création de valeur. Ça, il y a de nombreux leviers d'action là-dessus. On va en voir quelques-uns, donc des stratégies d'achat circulaire, des stratégies d'approvisionnement circulaire, des entreprises qui coopèrent sur un périmètre avec des démarches d'écologie industrielle, l'éco-conception, bien sûr. Donc, on va voir tous ces détails en pratique. Et puis, sur la phase d'usage, un des premiers leviers d'action qu'on a, on a vu que cette phase d'usage, elle est courte. Eh bien, ça va être d'allonger la durée de vie des objets qui nous entourent, d'allonger la durée de vie du parc existant, du parc en activité. Pensez aux bâtiments, pensez aux véhicules, pensez à tous les objets qui nous entourent.
les équipements industriels avec lesquels vous travaillez, et bien tout ça, on va chercher à allonger la durée de vie des équipements. Évidemment, derrière, on a tout un tas de degrés qui favorisent l'entretien, la réparation, la modernisation, le rétrofit. On va voir tous ces exemples. Et puis, on peut faire autre chose pour maximiser la valeur. On n'est pas obligé de réfléchir que à cet aspect temporel, mais on peut aussi chercher à intensifier l'usage. Intensifier l'usage, ça veut dire euh, combler quelque part les manques, les sous-utilisations, les sous-optimisations des objets existants. Typiquement, je vais vous prendre l'exemple de la perceuse. On a souvent ce chiffre en tête. Une perceuse, c'est utilisé 12 minutes dans toute sa vie, alors qu'évidemment, elle a consommé de l'énergie et des matières pour être produite. Alors qu'on sait très bien que tous les matins, on n'utilise pas notre perceuse, toutes les semaines, on ne l'utilise pas, et peut-être pas tous les week-ends non plus. Donc on pourrait très bien imaginer un système qui permet d'intensifier l'utilisation de ces objets qui sont sous-utilisés ou utilisés très ponctuellement. Donc là, vous avez tous les leviers de la consommation collaborative et les modèles économiques basés sur la fonctionnalité. On va revenir là-dessus pour voir comment ça se passe. Et puis, dernier défi, comment faire pour ne pas détruire cette valeur trop vite et donc retenir la valeur sur le cycle de fin de vie. Cette pente, vous voyez qu'elle est beaucoup plus douce parce qu'on va chercher à retenir à tous les stades de dégradation de l'objet la matière. On va chercher à circulariser la matière. Plusieurs choses. Vous connaissez tous ces petits mots en re. Ça commence par re en général. Réemploi, reconditionnement, remanufacturing. Là, on est au stade du produit. Donc la valeur est encore très élevée. Ensuite, on va avoir le démantèlement et la récupération des composants qui peuvent encore faire un tour, encore faire un cycle. Et puis, in fine, on va avoir le recyclage qui va là se concentrer sur la récupération des matières. Donc, vous voyez, il y a trois stades de dégradation. Il y a le produit, les composants, la récupération des composants et la récupération matière. Et tout ça, il faut bien l'avoir en tête parce que c'est ça qui nous permet d'avoir cette gradation dans la rétention de la valeur. Donc ça, c'est des actions qu'on peut faire sur le post-usage. Vous avez compris le concept. Maintenant, j'imagine que vous brûlez d'envie d'aller voir comment ça se manifeste concrètement et quelles sont les entreprises qui ont justement relevé ces défis. Je suis encore dans les temps, c'est bon. Sur l'aspect création de valeur, on a évidemment le grand levier d'action qui est l'éco-conception. L'éco-conception, c'est le principe qui va nous permettre en fait d'imaginer à la fois une conception qui va réduire les impacts, mais aussi une conception qui va permettre les après-vies de cette première utilisation. L'éco-conception, c'est le moment qui détermine vraiment enfin, c'est cette prise de décision qui va déterminer tout un tas de conséquences sur la vie de l'objet. On estime que 80% des impacts d'un produit sont déterminés au moment de la conception. On peut éco-concevoir avec deux optiques, pour faire durer ou pour réduire les consommations et les impacts. Donc là, deux exemples que je vais vous montrer, notamment l'entreprise Interface, qui est spécialisée dans la vente, la conception, la production et la vente de sols, et notamment de moquettes, qui a un petit peu révolutionné le monde de la moquette avec son système de pose sans colle. En fait, une moquette, c'est des fibres textiles, des dalles de moquette, c'est des fibres textiles avec une colle, un vinyle qui permet de justement constituer la dalle et qu'on va poser avec de la colle, classiquement. Eux, ils ont réfléchi puisque cette solution de pose ne permettait pas en fait d'avoir une récupération des matières en fin de vie optimale. Donc, ils ont vraiment pris ce parti d'investir sur la modularité et l'éco-conception de leurs dalles pour qu'elles soient reposables, changeables, reconditionnables. Et donc, ils ont fait ce travail pour que dès la conception, on prévoit les autres vies du produit. Interface, c'est une entreprise qui est assez leader hein, sur les modèles économiques qu'elle a inventés sur son produit en termes d'économie circulaire parce que elle va vraiment accompagner le client dans tout le cycle d'usage de la moquette. Évidemment, je vous en parlais en introduction, vous ne les avez sûrement pas encore vus, mais la prochaine fois que vous aurez besoin d'acheter un téléphone neuf ou reconditionné, eh bien vous aurez ces étiquettes d'information qui vont justement pousser les fabricants à aller éco-concevoir et notamment sur des points nouveaux, donc qui sont la durée de vie de la batterie.
où on a une information donc sur la durée de vie de la batterie, on a une information sur la résistance au choc et aux chutes également du téléphone, et puis sur les infiltrations aux particules et aux poussières, qui sont aussi des facteurs déterminants qui dégradent en fait l'intérieur des téléphones. Donc on voit que donner cette information au consommateur qui va après faire un choix plus éclairé, ça oblige les producteurs à faire attention à la conception. C'est ce qui s'est passé par exemple avec l'application Yuka, où donner plus de transparence aux consommateurs a fait modifier des formules dans l'industrie agroalimentaire. Deuxième idée très forte sur la partie amont, pré-usage, c'est évidemment le développement d'une politique d'achat et d'approvisionnement circulaire. Pour ça, j'avais envie de vous parler de deux entreprises, donc Essity. Essity, ils sont fabricants de papier d'hygiène et notamment fournisseurs surtout en B2B. Et donc, ils ont diagnostiqué une fragilité, en tout cas dans leurs approvisionnements de matières premières. Et donc, ils ont décidé d'investir dans une usine de recyclage de briques Tetra Pak. Il se trouve qu'avant d'investir dans cet équipement, la filière de recyclage de Tetra Pak en France, on n'arrivait pas du tout à traiter tous les volumes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, cette usine, donc qui va également approvisionner Essity en pâte à papier recyclée pour la fabrication de ses produits, c'est ça la finalité, eh bien, elle traite la quasi-totalité des briques Tetra Pak en France. Donc, ils ont décidé vraiment d'investir dans cet équipement, de se créer une nouvelle compétence, un nouveau métier au sein de leur groupe pour assurer quelque part leur propre approvisionnement en matières premières. Un autre exemple, c'est l'exemple de Circouleur. Circouleur, c'est une entreprise, une start-up qui a été rachetée aujourd'hui, mais par un plus gros de la peinture, mais qui a conçu une gamme en fait de peinture à base de fin de pot. Il faut savoir que les pots de peinture, une fois qu'ils sont ouverts et qui ne sont pas utilisés jusqu'à la fin, la peinture est un déchet dit dangereux. Et donc, en fait, ils ont organisé une filière de collecte des fins de peau et puis ils ont réussi à faire un étalonnage des couleurs pour arriver à sortir une gamme qui est une récurrence dans les couleurs, évidemment, mais une gamme de peinture 100% recyclée. Et donc, vraiment, cette politique d'achat circulaire, elle est très importante à la fois, vous voyez, pour réduire certains risques et certaines vulnérabilités, mais aussi optimiser des coûts et puis développer des nouveaux produits. Donc ça, c'était sur l'aspect création de valeur. Je vous ai cité ces quelques exemples. Il y en a évidemment d'autres. Je vais maintenant m'attarder sur la phase de la maximisation de la valeur où il y a vraiment beaucoup d'innovations, notamment sur les modèles économiques en ce moment. Euh, une des choses qu'on peut vraiment noter, c'est le développement de services autour de la gestion et de l'allongement de la durée de vie. Donc ça, c'est vraiment un pilier de l'économie circulaire, c'est comment on fait pour allonger la durée des équipements en usage, en circulation, dans le stock qui existe autour de nous. Et donc pour ça, bah, vous avez Schneider Electric qui a développé vraiment une offre complète sur l'ingestion, la maintenance, des contrats de performance sur tous ces produits électriques. Et puis un autre exemple, Philips qui, on le connaît moins en grand public, mais a fourni les hôpitaux notamment avec des IRM et puis d'autres machines très technologiques, et donc qui ont en fait développé une offre à destination des hôpitaux, des cliniques, qui va permettre de soulager les dépenses d'investissement, puisque c'est un modèle basé sur l'abonnement. Et donc, en fait, Philips va mettre dans un hôpital client son équipement, un IRM par exemple, et va garantir la performance de son équipement. C'est-à-dire que s'il y a une panne, eh bien, c'est dans le contrat de Philips la gestion de cette panne, mais l'hôpital ne va quelque part payer que si bah, l'équipement est en état de fonctionnement. Donc, on voit bien qu'il y a une relation très différente entre le client et le fournisseur par rapport à une relation standard, puisque on est sur une relation de collaboration et d'atteinte d'objectifs de performance communs. Et donc ça, c'est très performatif dans la relation client-fournisseur, puisque on n'est plus sur une transaction enfin, on est sur une transaction, on va dire, qui s'étend sur le cycle de vie et donc beaucoup plus coopérative, collaborative.
Deuxième idée très forte hein, qu'on voit se développer largement, c'est offrir l'usage et la performance plutôt que l'objet en lui-même. Donc vous avez différents exemples là-dessus. On peut prendre l'exemple des Vélib, hein, très clairement. Vous voyez bien qu'on n'est plus propriétaire du vélo, mais par contre, on va acheter du temps d'usage du vélo. Eh bien, au niveau industriel aussi, ça se développe largement. Vous avez l'entreprise Hilti, donc, qui, initialement est un fournisseur d'outils pour les entreprises qui font des travaux dans le bâtiment et qui a développé une offre en fait de location longue durée sur des équipements lourds qui nécessitent initialement des gros investissements et aussi des outils de gestion des parcs. Gestion des parcs d'outils, quand vous gérez des chantiers, bah, vous avez des outils qui sont un peu dispersés sur vos différents chantiers et en fait avoir une visibilité sur l'état des stocks et l'état d'utilisation aussi des outils sur tel ou tel chantier qui sont à des stades d'avancement différents permet d'optimiser l'utilisation de ces outils et donc de réduire en fait la multiplicité des unités achetées, quoi. Un autre exemple, Dumont Énergie, qui était une entreprise, une PME familiale, qui initialement vendait des climatiseurs, des chaudières, etc. Et bien, ils ont transformé leur métier pour quelque part vendre de la température de confort. Donc la température de confort, eh bien, c'est une notion bien plus large que l'achat d'un équipement. C'est par exemple des prestations d'isolation, c'est des audits sur le bon équipement au bon endroit. Et c'est pas répondre à l'achat d'un équipement, mais c'est bien répondre à un besoin d'une température adaptée. Donc c'est toute cette transformation en fait de l'évaluation du besoin client qui est intéressante dans ces démarches, puisque on va aller chercher justement quel est le juste besoin de nos clients et pas et donc c'est beaucoup plus fin en fait dans l'approche. Dernière idée, partager, mutualiser les stocks. Donc ça se voit notamment pas mal au sein des démarches d'écologie industrielle et territoriale où certaines entreprises vont mutualiser des équipements, mutualiser des flottes de véhicules, mutualiser des zones de stockage. Donc ça peut prendre des formes très diverses, mais cette logique de partage et de mutualisation, elle a un gros potentiel pour justement au niveau industriel optimiser les capacités sous-utilisées qu'on a pu voir tout à l'heure. Dernière Peut-être idée. aller plus loin sur la rétention de la valeur, je partage juste une observation de Marc que tu as peut-être vu, je sais pas, et Non. ça lance un petit peu le débat, on pourrait y revenir à la fin aussi, mais on peut chercher à augmenter le nombre de cycles dans une logique d'économie circulaire, mais combien de cycles sont réellement possibles avant que le matériau ne perde ses propriétés ou devienne utilisable? C'est reculer pour mieux sauter. Donc, Alors, bah, ça va être fonction du matériau hein, dont on parle, évidemment. Donc, il y a des matériaux et j'ai envie de dire, dans un équipement, il y a des pièces d'usure, il y a des pièces qui ont des durées de vie différentes. Et donc, c'est tout l'enjeu. C'est d'essayer de dissocier et d'avoir une lecture fine des composants pour adapter ce changement, cet entretien hein, qui peut vraiment prévenir des mauvais usages enfin voilà, il y a tout un tas de nouveaux métiers et services autour du prendre soin des équipements déjà, donc maintenir, entretenir, savoir réparer. Et puis après, une fois qu'on a besoin de changer un matériau, eh bien c'est là que j'en arrivais à cette slide de rétention de la valeur, puisqu'on va voir qu'il y a différents degrés en fait pour faire des cycles. Et évidemment, ça se réfléchit avec une approche produit parce que vous n'allez pas faire les mêmes cycles avec une bouteille en plastique consigné qu'une bouteille en verre consigné, ou bien vous n'allez pas faire les mêmes cycles avec, on va voir les exemples notamment là que j'ai prévu de vous montrer. Euh, Ici, par exemple, sur le réemploi, vous avez l'exemple très classique de la palette. La palette Europe, euh, elle a deux modèles. Soit c'est une palette perdue, donc c'est-à-dire que c'est de la ressource perdue, comme son nom l'indique, soit c'est de la palette consignée.
Donc une palette, elle a une durée de vie pas éternelle puisqu'elle va s'abîmer et à un moment, elle va finir sa vie. Souvent, elle va être réutilisée pour un autre usage, meubles, bois pour chaufferie, etc. Et puis, vous avez donc cette nouvelle génération d'emballages industriels et commerciaux réemployables qui fait son apparition pour justement adresser cet enjeu de la logistique réutilisable et de sortir du cycle du jetable et des cartons dans la logistique. Donc deux exemples. La boîte bleue, c'est la boîte Impact qui a été développée par JS One, qui est un fournisseur à la base de services de standards. Vous le connaissez sûrement avec le code barre. Donc c'est eux qui produisent le code barre à l'échelle mondiale. Et donc ils ont décidé d'adresser le sujet de la logistique industrielle, avec ces nouvelles réglementations européennes aussi, pour créer un standard de la boîte logistique, l'étage après la palette en fait. Et donc de créer un standard pour tous les flux logistiques. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un standard qui est imposé, c'est un standard qui est en phase de test, mais qui vise à proposer une solution pour ce sujet-là. À côté, vous avez des emballages industriels aussi, enfin des emballages, plutôt des, des, des- des équipements de livraison, on va dire, sur mesure à Renault, qui permettent de transporter en fait des pièces Renault. Et Renault a développé toute une logique aussi, à la fois de standardisation de ces emballages industriels et de rétrofit également, puisque quand les modèles de voitures changent, eh bien, il peut y avoir de nouveaux besoins d'ajuster certains équipements de transport, et donc ils vont avoir un atelier qui est spécialisé dans le rétrofit de ces emballages-là. Ensuite, après le réemploi, donc le réemploi, on voit qu'on a très très peu d'intervention sur l'objet et qu'on va le réutiliser tel quel, quasi tel quel. Le reconditionnement, on est sur un autre degré et donc on va avoir besoin d'un opérateur qui va requalifier certains éléments, changer certains éléments, comme Vesto ou Underdog. Vesto, vous connaissez peut-être moins qu'Underdog. Vesto, c'est une entreprise française, donc il y a une usine de reconditionnement et qui va être spécialisé aujourd'hui dans le reconditionnement du matériel CHR, donc tout ce qui va être l'électroménager professionnel de la restauration et de l'hôtellerie. Et puis Underdog, un exemple un peu plus connu sûrement, puisque en tant que grand public, on peut être client. Donc, c'est tout l'électroménager reconditionné. C'est la même chose avec Back Market, par exemple. C'est tous ces opérateurs qui vont avoir une intervention légère mais nécessaire pour permettre de regarantir, requalifier le produit et qu'il refasse un cycle. Ensuite, on a un degré plus poussé qui s'appelle le remanufacturing, où là, l'équipementier, l'industriel, va récupérer l'objet dont il est producteur et aller justement évaluer, diagnostiquer, démonter toutes les pièces, changer les pièces d'usure euh, et donc remanufacturer, réusiner en fait son produit. Caterpillar le fait depuis très longtemps sur ses équipements. Donc déjà, ça suppose une conception modulaire, une conception démontable pour pouvoir justement bien séparer tous les éléments, changer les composants, récupérer certains composants pour les envoyer dans un autre cycle ou pour les envoyer en reconditionnement, et puis réusiner donc son matériel. Un autre exemple chez Renault, sur la filière, sur la filiale truck, donc sur les camions, il y a des filtres à particules et ces filtres à particules vont être récupérés avec des contrats avec leurs clients qui ont des flottes de véhicules et repasser en usine pour nettoyer les filtres, changer, démonter tous les éléments du filtre et puis après être remis en vente comme neuf. Et cette notion de comme neuf, elle est très importante parce que autant sur le reconditionnement, on n'atteint pas les performances du neuf, autant sur les remanufacturing, la promesse, c'est d'être sur un équivalent neuf, avec évidemment en général un coût inférieur. Dernière chose, une fois qu'on est passé, qu'on a pu faire ces trois choses au stade du produit, eh bien, on peut toujours récupérer les composants qui sont encore fonctionnels. Donc vous voyez, là, il y a
des acteurs historiques, hein, notamment sur la filière automobile, qui le font, Biparts et d'autres. Il y a un marché, hein, sur la pièce issue de l'économie circulaire automobile qui est aujourd'hui, qui a été boosté en 2017 par la loi qui a rendu obligatoire aux garagistes de proposer en fait aux clients des pièces issues de l'économie circulaire. Puis un autre exemple sur les batteries, la start-up Voltaire, ils ont bien identifié le fait qu'une batterie, notamment de véhicules électriques, une fois qu'elle avait perdu sa capacité à être sa capacité de charge optimale, eh bien, elle avait toujours un potentiel. Et donc, ils vont récupérer toutes ces batteries et les orienter vers d'autres usages, que ce soit des batteries de vélo qui ont besoin de moins de puissance, par exemple, ou bien du stockage du stockage statique et d'autres usages plus marginaux, des petites lampes sur batterie, mais donc vraiment récupérer des batteries de véhicules très performantes et donc quelque part les réaffecter à d'autres usages. Et puis en dernier, on a ce petit mot, hein, qui revient souvent quand on parle d'économie circulaire, mais on voit bien que c'est la dernière roue du carrosse, c'est le recyclage. Et donc Interface, on reboucle avec Interface que je vous ai présenté au début, puisque Interface a développé tout un procédé de récupération des dalles et de récupération du tissu pour à nouveau produire de la dalle moquette. Et donc, quand je vous disais ils sont allés au bout de la démarche, ils sont à peu près positionnés sur les trois enjeux, à la fois l'amont, l'usage et l'aval de leur chaîne de valeur. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, je crois que je dois un peu accélérer, est-ce que toutes ces innovations, ça coûte ou ça rapporte? Eh ben, très rapidement, je vais vous montrer cette étude, hein, qui a été faite par Accenture pour Forum de Dev aussi. Je me souviens plus, mais je pourrais vous retrouver la source. Donc, c'est la filière automobile qui essaye d'estimer les potentiels de création de valeur dans une économie circulaire. Donc vous voyez en bleu, il y a une économie à faible circularité où la production de valeur se situe encore largement sur la vente du neuf. Et puis dans une économie circulaire, le scénario montre bien que autant la création de valeur sur l'étape de vente du neuf est quasi similaire. Par contre, on voit bien que tous les cycles les services qui vont être développés sur le temps de l'usage ou sur le temps du post-usage font un grand boom. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. On parle de 4 à 6 000 euros de profit sur la chaîne de valeur sur un cycle à faible circularité. Et c'est plus de 10 fois plus sur un cycle à forte circularité. J'accélère parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ça, mais les premières actions pour s'y mettre, simplement, on va résumer un petit peu ce qu'on s'est dit à travers les exemples qu'on a vus. Donc, réduire ses dépendances, développer des logiques d'achat circulaire, activer le pouvoir de l'éco-conception, allonger la durée de vie de ces équipements et travailler sur une offre de services autour, partager et mutualiser entre entreprises ces équipements, acheter l'usage plutôt que la performance et donc développer une offre autour du besoin, de la lecture du besoin juste du client. Et puis évidemment, anticiper la fin de vie de ces produits avec une stratégie pensée de bout en bout. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, c'est important de lever en fait les freins qui peuvent exister dans les modèles économiques actuels pour activer le potentiel circulaire. Pour ça, nous, on a développé tout un tas d'outils et d'ateliers qui permettent à la fois de réfléchir à sa chaîne de valeur, comment optimiser l'utilisation de ses ressources sur sa chaîne de valeur, donc à la fois sur l'amont, sur les achats, sur ce qui rentre, avec un atelier donc, qui est designé pour réfléchir à cette thématique des achats et aussi sur le périmètre de ce qui est non utilisé, sous-utilisé, les déchets et donc les gisements en fait de ressources qui ont un potentiel. Donc arriver à changer de lunettes sur les chutes de production, les invendus, les déchets qui sortent et donc développer cette lecture de valorisation des gisements. Également aussi c'est très important d'avoir un accompagnement sur la réflexion des nouveaux besoins, des nouveaux usages. Donc à la fois sur l'ère du réemploi, ces nouveaux produits, ces nouveaux services, ces nouvelles offres qu'on peut concevoir. Et puis les lieux de vente, comment ils peuvent aussi être redynamisés et devenir des points de circularité.
Et puis évidemment, on ne peut pas faire tout ça tout seul, alors il faut embarquer les fournisseurs, embarquer les clients, embarquer les parties prenantes. Et pour ça, eh ben, il faut sensibiliser et faire en sorte que l'économie circulaire soit un sujet qui s'impose en fait comme une vraie proposition de nouvelle création de valeur cohérente avec à la fois nos modèles économiques et notre limite sur l'utilisation des ressources naturelles. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Donc avec les ateliers de circularité, on propose des ateliers démo à la rentrée puisqu'on a quelques nouveaux ateliers qui sortent. Donc si vous voulez vous inscrire, vous avez un petit QR code ici pour découvrir les dates. Je vous remercie beaucoup et je m'excuse Alexandre, je crois que j'ai été trop longue. Ça va, merci beaucoup, Elsa. Je reprends un petit peu la main pour remettre et éventuellement ces ateliers, ces interventions en contexte avec des choses que l'on fait chez Connection Leadership. C'est des ateliers qu'on peut proposer avec Connection Leadership et qu'on peut euh, faire financer sur certains programmes qui peuvent être des programmes de formation. On peut impliquer vos OPCO dans la boucle pour réussir à faire financer certains de ces programmes. Et puis, comme il s'agit de sensibilisation et de travail aussi très concret sur les enjeux de la circularité, ils peuvent intégrer aussi ce qu'on a à l'écran, un diagnostic transition écologique et RH qu'on met, qui est financé par les OPCO également. Ils ont quasiment tous un, un dispositif de financement d'accompagnement sur ces enjeux de transition écologique et où on mène en fait un accompagnement qui mêle très intimement le business, l'économie circulaire en l'occurrence, si on parle de ce sujet-là, mais ça peut être tout sujet de transformation du modèle économique ou du business. On y mêle donc les enjeux de transition écologique, quels vont être les impacts de l'entreprise et comment les diminuer, voire les rendre positifs. Et puis l'aspect humain que je citais au début, toujours présent, comment adapter l'organisation, comment adapter les compétences et les ressources humaines pour mener un projet de transformation de ce type à bien. Et donc ça passe par les enjeux de sensibilisation, comme les citait Elsa, mais ça peut passer aussi par de la prévision des compétences à développer, par du recrutement, etc. Donc on accompagne les entreprises avec ce dispositif-là qui est très complet et dans lequel on peut retrouver les éléments qu'a présenté Elsa. Euh, les thématiques qu'on aborde à travers ces diagnostics, elles sont nombreuses, hein. Ça peut, côté RH, on va toucher, donc, comme je le disais, les enjeux d'organisation, de processus RH. On va toucher les enjeux de GEPP, donc de prévision des compétences. Et puis, évidemment, de marque employeur aussi. Une marque qui montre des efforts importants en matière de transition écologique, de circularité. C'est quelque chose qui est un argument fort à la fois pour des clients, pour des prospects, mais aussi pour les premiers clients de l'entreprise, que sont les salariés et les futurs employés. Donc ça sert aussi à l'engagement collaborateur. Puis en termes des diverses expertises qu'on mobilise chez Connection Leadership en matière de transition écologique, ben on a aussi tous les enjeux de créer une politique de RSE, travailler sur votre décarbonation, travailler sur les enjeux de labellisation durable, de reporting extra-financier aussi, d'innovation durable. Pour ça, les enjeux d'économie circulaire en font partie et bien d'autres thèmes. Voilà, ce sont les différentes étapes que peuvent recouvrir un diagnostic de ce type. On commence par un diagnostic. On passe par une étape d'embarquement des équipes et en particulier des équipes dirigeantes qui sont très importantes à mobiliser de ce point de vue-là. Et en fonction du bilan de ces deux étapes-là, on va construire un accompagnement sur mesure qui va pouvoir à la fois traiter des enjeux de la stratégie, mais aussi des enjeux très opérationnels. Donc, ce dont on se rend compte dans les transformations, quelles qu'elles soient, c'est que l'opérationnel est vraiment la clé
et que le déploiement est une clé de succès première. Donc ça, c'est quelques exemples d'entreprises qu'on a pu accompagner avec ce dispositif. Et peut-être pour conclure, bon, évidemment, on sera ravi de vous offrir une heure d'échange et la possibilité de démarrer ce diagnostic par un autodiagnostic. Donc, il y a plusieurs outils qu'on peut vous aider à utiliser en séance, des outils qui peuvent vous être proposés par les OPCO, par exemple, et vous donner une première idée de votre maturité RSE. Et je trouvais intéressant dans les questions qui ont été posées ou les réactions, la réaction de Marc, là encore, reculer pour mieux sauter. Alors évidemment, l'économie circulaire, Elsa, c'est une solution, tu le disais au début, c'est pas la solution à tout, c'est un ensemble d'outils, de méthodes pratiques qui peuvent contribuer à diminuer des impacts négatifs. C'est pas les seules solutions, évidemment. On peut réfléchir encore plus loin à comment diminuer diminuer les volontés de consommation, travailler sur les récits d'entreprise et les récits de consommation pour changer un peu cette, euh, cette volonté de consommation à tout va qu'il peut y avoir dans la société. Mais je pense que là aussi, la circularité peut faire changer un peu les comportements et en ça, et faire prendre conscience de la valeur des matières, de la valeur des objets. En ça, je trouve que ça peut être aussi une solution là-dessus. Même si évidemment, bon, il y a des enjeux qui sont autres de sobriété. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de la fin là-dessus, Elsa, sur les réflexions qui peuvent avoir lieu chez des clients, par exemple, ou des exemples où tu as déjà pu avoir ce type de réflexion. Oui, bien sûr. Bah, en fait, déjà changer, c'est pas facile. Ça, c'est la première chose qu'on remarque toujours. Par contre, là, il y a un certain sentiment, je pense, en tout cas, une maturité sur le fait que ce changement est nécessaire et bénéfique à long terme. Et on voit que l'économie circulaire, ça, c'est un outil, hein, parmi d'autres encore, je le redis, mais il permet quand même d'atteindre certains objectifs et de réconcilier certains objectifs d'une organisation qui sont à la fois la maîtrise des coûts, la pérennité économique et les risques, l'approche des risques. Et donc, c'est cette approche-là avec un objectif évidemment de réduction d'impact et de préservation des équilibres hein, du vivant. Qui, moi, me fait penser que cet outil-là est quand même très pertinent et donc, c'est vrai que les clients nous partagent ce besoin de réconcilier à la fois leurs enjeux RSE et leurs enjeux business, quoi. Merci beaucoup pour cette conclusion. Et bah, vous avez mes coordonnées à l'écran si vous voulez parler d'économie circulaire ou des autres enjeux de la transition écologique. Et en tout cas, bah, ravi d'avoir pu animer avec toi, Merci. Elsa, et Merci beaucoup, Alexandre. votre, euh, votre participation. Vous aurez accès au replay également, évidemment. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.